Alors, l'avocate que je suis, mais avant tout votre serviteur aujourd'hui pour cette très belle table ronde, eh bien, c'est un peu avec des yeux de Huron qu'elle regarde ce Web3 dans le domaine de la santé. Alors, de mes yeux de Huron très naïf, eh bien, le Web3 peut sembler être à Internet ce que le sac de Mary Poppins est au rangement, c'est-à-dire un fourre-tout. C'est un nouveau mot à la mode, à l'instar du métaverse qui a été remis au goût du jour par un certain nombre de stars internationales. Le terme envahit les discours de tous les articles de presse, de toutes les startups. Alors, toujours de mes yeux de Huron très naïf, le Web 3 renvoie essentiellement à l'idée d'un Internet décentralisé et qu'on dit plus libre. Cette version d'Internet serait organisée autour de l'individu, de l'usager, plutôt qu'autour des plateformes centralisées qui étaient jusqu'à présent des intermédiaires. Alors, du coup, dans le Web 3, du fait de cette décentralisation, on dit que l'usager reprendrait le pouvoir. Alors moi, je pose mon sac de Mary Poppins et je me dis alors que le Web 3 en matière de santé pourrait être supercalifragilisticexpialidocious. Et c'est en fait ce que vont nous dire les intervenants, et plus exactement, toujours avec mes pouvoirs magiques de Mary Poppins, ce que me semble, ils vont nous démontrer. Parce qu'en définitive, nos 4 intervenants ont tous un peu de la magie du sac de Mary Poppins. Pouvoir voler et passer d'une dimension à l'autre, tenir dans votre poche le temps et l'espace, ils sont les rois de la réalité virtuelle. Alors, je ne suis pas certaine qu'ils soient tous capables de communiquer avec les animaux comme Mary Poppins, mais ça, c'est un autre sujet. Alors, assez parlé de magie, on est là pour parler de cas d'usage. Et notre table ronde va s'organiser en 4 temps, s'agissant du Web 3 et de la santé. Un premier temps, s'agissant du métaverse dans le domaine de la santé, avec monsieur Emmanuel Moirand, métaverse stratégiste, CIO chez Aztec, également vice-président de France Méta Association et que je vous présenterai un petit peu plus avant sa prise de parole. Un deuxième temps qui sera consacré à la blockchain en santé avec madame Lynn Guffon-Le Goanvic, pharmacienne, fondatrice de Quanti Health et surtout auteure d'un ouvrage précurseur s'agissant de la blockchain en santé en France. Ensuite, un temps avec la formation des professionnels de santé en réalité virtuelle et en serious game avec, alors, d'Oswald, je vais enlever Vincent Bagot, qui est médecin en santé publique, cofondateur de Simango et qui a déjà formé plus de 15 000 professionnels de santé sur cette base. Et enfin, nous conclurons cette table ronde avec monsieur Dominique Pont, actuellement directeur général de DocaPost, pour parler de la confiance numérique. Et on va tout de suite commencer avec Emmanuel, que je vous présente un tout petit peu plus avant de lui laisser la parole. Alors Emmanuel, c'est un expert du monde de l'assurance depuis plus de 20 ans, agréé par les assureurs et le ministère des Comptes publics. Il est médaillé du CES de Las Vegas en 2018 pour ses applicatifs blockchain dédiés à l'assurance, à l'expertise et à la banque. C'est un blockchain leader depuis 2015. Il a creusé 80 cas d'usage dans le monde de l'assurance et de la banque. Vainqueur en 2020 du prix de l'EFMA Blockchain dans la catégorie Wealth Management sur la dimension banque privée et investissement dans les actifs non cotés. Il est également membre de la FG2A, de la FANAF, partenaire de la ROAM et du Cercle Lab. Vous êtes encore cofondateur d'Insurtech France en 2020, fort de 150 entreprises dédiées à l'innovation et aux nouvelles technologies dans le monde de l'assurance et de la banque, et encore cofondateur de France Méta, association de 1200 membres dédiés au métaverse, formateur au Web 3 et portant l'accompagnement stratégique et la conception de NFTS et de métaverse. Emmanuel, on vous écoute. Merci. Bon, pour résumer, je suis passionné par ces sujets de métavers, comme ça clôt le débat. Alors, moi, je suis un opérationnel. Moi, j'aime bien faire des choses. Je laisse la théorie aux autres. Définir le métavers en 3 mots, en fait, c'est un millefeuille technologique. En bas, vous avez la blockchain, au milieu, les NFT, et tout en haut, les univers immersifs.
Et donc en fait, vous aviez le Minitel, après vous avez eu Internet, ce qu'on appelle Web 2, et maintenant vous avez ce qu'on appelle le Web 3, qui intègre des technologies, donc la blockchain, la DAO, la DeFi, et des actifs numériques qu'on appelle les NFT. Et vous avez ces univers immersifs dans lesquels vous allez accéder par des casques, par des masques bientôt avec Apple, et qui effectivement vous permettent d'avoir un certain nombre d'expériences que vous n'aviez pas avant avec l'Internet plat. Là, vous êtes plus sur Internet, vous serez dedans. Et il y a 400 millions de personnes qui sont dedans aujourd'hui, donc ça commence à compter. Alors sur la santé, moi je vais être précis, je suis pas un spécialiste de la santé. Par contre, je travaille beaucoup sur des cas d'usage de santé. Dans l'association, on a 1500 adhérents, donc on a pas mal de gens qui sont médecins, qui sont chercheurs, qui nous remontent des cas d'usage. Donc le premier, très très simplement, c'est ce que j'appelle le métavers des praticiens. Donc il y a énormément de praticiens aujourd'hui qui se forment dans les métavers. On a Viven aux États-Unis, qui est un métavers réservé aux spécialistes au niveau médical qui se forment à l'intérieur. Et on a énormément de collaboration internationale au sein de métavers maintenant entre des praticiens. Si on arrive effectivement à faire des colloques, on va dire internationaux extrêmement intéressants dédiés à la santé. Après, on a ce que moi j'appelle le métavers des patients. C'est que les patients aujourd'hui, c'est des communautés. Dans le Web3, on a beaucoup de communautés. Et aujourd'hui, on est en train de créer ce qu'on appelle des référents de santé familiaux dans les métavers, où on aura par famille une personne qui sera formée au sein de métavers à des problématiques de santé. Alors, simples, puisque ce sont des particuliers, mais qui vont pouvoir aider les familles à répondre à ce genre de sujet. Après, il y a ce qu'on appelle les méta-hôpitaux. Donc ça, on a tous entendu parler en Israël, il y en a beaucoup. Et on fait des préopérations sur des avatars dans lesquels on intègre des données médicales et qui permettent en fait de sauver des gens qu'on ne pouvait pas sauver avant parce que aujourd'hui on peut faire des pré-op à la chaîne. Voilà. Après, il y a des sujets intéressants. Il y a le métavers intègre beaucoup de sujets de blockchain et de crypto-monnaie. Et on a aujourd'hui ce qu'on appelle les métapharmacies. Donc on a un pharmacien à Paris qui depuis le 25 janvier, on peut payer en crypto sa boîte de Doliprane. Ça c'est le début. Mais aujourd'hui on est en train de faire des métapharmacies de garde où des avatars vont accueillir 24 heures sur 24 des patients qui auront besoin d'avoir un conseil et l'avatar avec de l'IA pourra être en capacité de donner des réponses de niveau 1. Donc ça c'est des sujets intéressants parce que les pharmaciens sont à l'origine pas à la pointe en termes d'innovation sur ce sujet. Ils ont été très vite, en 3 mois, ils ont pris le sujet à bras le corps. Alors ça c'est intéressant parce qu'on voit que le secteur de la santé, il y a énormément d'espoir. Alors évidemment, je suis d'accord avec vous, il faut être pragmatique, mais pour moi j'ai vu 4 points importants qui pourraient être prospectifs pour l'avenir. D'abord, dans les métavers, on va partager l'information de manière totalement nouvelle. On pourra faire des mocks totalement interactifs sur certaines maladies, complexes et rares. On pourra renforcer la prévention, et ça c'est fondamental. Et évidemment, on aura ces agents conversationnels qui feront des diagnostics. Et ça, il faut pas sous-estimer la puissance de l'IA, puisque moi, ça fait 6 mois que je suis sur ChatGPT. Aujourd'hui, on a vraiment des trucs intéressants. Et encore, on en est qu'à la version 3, la version 4 arrive dans pas longtemps. Après, il y aura ce que moi j'appelle les nouveaux parcours patients. Donc, pour moi, la télémédecine, elle sera systématisée et immersive dans tous les déserts médicaux aujourd'hui qui ont un hôpital à 1h30 ou 2 heures du site. On va avoir des vraies réponses qui vont être créées. On pourra suivre, et ça c'est intéressant, les maladies mentales de manière beaucoup plus précise. J'ai discuté avec un psychologue, avec Michel Stora, qui a monté son premier cabinet pour Avatar. Donc en fait, il a énormément de patients qui viennent pour leur parler de leur avatar. Donc ça c'est intéressant. Et puis on aura des avatars de soi-même, effectivement, avec les données médicales intégrées. Après, le troisième point, c'est qu'on pourra faire des nouvelles formations médicales. On pourra avoir des cursus certifiants grâce au NFT à la blockchain. C'est-à-dire que vous suivez une formation, la blockchain va certifier que vous y étiez bien, que vous avez bien eu tel résultat, et vous aurez un NFT qui prouvera que vous êtes bien certifié de telle spécialité. J'ai essayé moi-même une combinaison haptique totale dans une startup au CES. Je suis entré dans un jeu d'escalade. Alors c'est amusant parce que je suis pas bon en escalade. Donc évidemment, je me suis pris la falaise dans la figure. Quand je suis sorti de la combinaison, j'avais mal ici pendant 20 minutes. Et mon cerveau savait plus si j'avais escaladé une vraie montagne ou si j'étais dans un jeu. Donc on pourra vraiment simuler des choses grâce aux combinaisons haptiques. Ça va être extrêmement intéressant. Sachant que les casques d'Apple qui arrivent au mois de juillet, normalement, c'est la réalité mixte. Ça veut dire que vous serez dans cette salle et vous ferez apparaître avec le casque des hologrammes en plus. Donc vous serez dans une vraie réalité avec des avatars virtuels. Et on pourra effectivement modéliser les best practices au niveau médical grâce à ces métavers en les gamifiant. C'est-à-dire que le côté gamifiant du métavers est très important. On est vraiment dans un jeu. On a oublié que la vie était un jeu et là, ça va redevenir possible. Et puis, dernière chose qui est importante pour moi au sens des cas pratiques de la santé, c'est ce que j'ai appelé les BOPA, les blocs opératoires augmentés, où là, on pourra guider par réalité augmentée les médecins, faire ce qu'on appelle de l'holographic surgery,
et ça sera aussi des espaces de rencontre. Donc, imaginez le métavers comme le futur d'Internet avec énormément d'interactions et des technologies comme les NFT et la blockchain qui vont simplifier les échanges, la propriété et l'accès. Euh, on a dit que l'économie des métavers de la santé, c'était 6 milliards aujourd'hui. Les projections 2030, c'est 72 milliards. Donc on est sur une accélération extrêmement forte. On vous parle aujourd'hui de l'hiver de la crypto, de l'hiver des métavers, etc. Moi, je peux vous dire que les brevets déposés depuis 6 mois, ils n'arrêtent pas. Et moi, j'ai construit 7 métavers depuis le début de l'année pour des clients. Donc je vous dis que c'est souterrain, mais le champ de paradigme, il est vraiment là. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, la blockchain, qui est un des grands sujets sur l'application Web3 en matière de santé. Cherline, vous êtes docteur en pharmacie, pharmacienne. Vous êtes également titulaire d'un MBA digital. Vous avez créé en 2020 la société de conseil en e-santé 360 visions et perspectives. Et donc, vous conseillez et vous accompagnez au quotidien un certain nombre d'acteurs de santé dans le cadre de leur transformation numérique. Donc, vous avez capitalisé près de 25 ans d'expérience transversale au sein de l'industrie pharmaceutique à des fonctions managériales, stratégiques et fonctionnelles. Et parce que l'innovation en santé, ça constitue un de vos moteurs, vous avez également développé QuantiHealth, une solution numérique dédiée aux patients diabétiques de type 2. Et vous qualifiez en fait cette solution de véritable compagnon numérique de poche qui aide le patient à faire évoluer ses habitudes de vie et à s'engager pleinement en fait dans le suivi de son diabète. Vous êtes passionné par la data et les enjeux en santé et vous êtes très naturellement, dites-vous, intéressé à la blockchain et à son apport dans le système de santé. Vous avez identifié le potentiel de la blockchain en matière de santé, vous en avez décodé les usages et vous avez produit le premier ouvrage du genre écrit en français, Blockchain or not blockchain en santé. Alors Lynn, on vous écoute. Merci. Effectivement, quand on parle de métaverse, quand on parle de Web 3.0, on se doute que la blockchain n'est pas très loin de tout ça. Et ce qui m'a fait m'intéresser à la blockchain, c'est le fait que j'ai travaillé beaucoup sur la data en santé, donc qui est une data très sensible. Et je me suis dit en quoi, en fait, la blockchain pouvait être le chaînon manquant pour pouvoir restaurer la confiance et la transparence autour de cette data en santé entre les différentes parties prenantes. Parce qu'il est clair qu'en santé, il y a un nombre exceptionnel de volumes. C'est à peu près 30% du volume mondial de data. Ça se renouvelle tous les 73 jours. Et on a aujourd'hui seulement que 2% de ces datas qui sont exploitées. Donc quand on voit l'arrivée de l'intelligence artificielle, quand on voit l'arrivée de l'ensemble de ces technologies, on sait que ce pourcentage va augmenter. Et que par rapport à tout ça, il y a impérativement de la confiance à avoir autour de ces datas pour que chacun d'entre nous puisse utiliser l'ensemble des services qui sont proposés. Donc c'est vrai que les deux besoins qui sous-tendent en fait l'utilisation de la blockchain en santé, c'est déjà d'avoir un nombre de services d'e-santé, d'applications qui soient transparents et qui soient sécurisés, et également pouvoir répondre en partie au problème de toutes les violations de données dont vous avez entendu ces derniers temps parler, comme au niveau de la PHP ou comme au niveau d'autres institutions de santé. Alors c'est vrai que quand on parle de cas d'usage en santé, j'avoue qu'il y a un premier cas qui me vient d'emblée, c'est le cas de l'Estonie. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, c'est une société qui a vécu sous la dictature pendant X années et qui a voulu sortir, qui est sortie de cette dictature et qui a voulu restaurer la confiance envers les citoyens. Et c'est devenu, en peu de temps, la première société digitale au monde qui met le citoyen au centre du système et l'État autour. Donc en fait, ils ont développé un système décentralisé bien en amont de la blockchain pour pouvoir sécuriser l'ensemble des 1000 services qui sont proposés à l'ensemble des citoyens.
Ils ont proposé aussi le fait que les données soient des données détenues par l'individu. Ils ont décidé qu'il n'y aurait aucune zone blanche, donc Internet est partout. Ils ont formé toute la population justement à l'utilisation d'Internet. Et en dernier lieu, ils ont, autour de ce système décentralisé qui s'appelle X-Road, ils ont rajouté une couche de blockchain pour la santé. Et c'est-à-dire que depuis pas mal d'années, aujourd'hui, les citoyens estoniens peuvent retrouver l'ensemble des informations de leur santé, des comptes rendus de santé sur cette plateforme. Ils peuvent avoir une e-prescription. Les médecins, 100% des médecins font de l'e-prescription. Ils peuvent avoir leur rendez-vous directement et ils peuvent également payer sur cette plateforme. En fait, c'est devenu un automatisme, chose que l'on a débuté, nous, ici, en France, depuis plusieurs années, notamment grâce à vous et la feuille de route. Donc, on y arrive. Ça, c'était vraiment le cas dont je voulais vous parler, qui était vraiment prégnant. Ensuite, la blockchain, bon, c'était relativement confidentiel dans le monde de la santé. Ça a débuté dans d'autres univers, mais dans le monde de la santé, ça a mis un peu plus de temps. Ça devait représenter à peu près 500 millions de dollars en 2020 et ça devrait représenter 12 milliards en 2026, ce qui n'est pas encore énorme. Cela dit, il est clair que l'arrivée du Covid a permis de mettre en place différentes expérimentations sur le sujet. Il y a d'autres sociétés qui avaient débuté avant, comme par exemple Meditech pour la traçabilité du médicament, pour éviter la contrefaçon dans les pays africains. Donc en fait, on a une appli et le patient peut vérifier que son médicament est authentique. C'est utilisé aussi dans la recherche médicale où il y a énormément de choses à faire, notamment en termes de consentement patient, parce que les protocoles peuvent évoluer et les consentements peuvent évoluer aussi. Il y a Docteur Data qui a breveté un système de consentement dynamique. Quel exemple encore? Il y a encore l'exemple de My Health, My Data, qui est un projet européen qui a été drivé par un Français notamment, et dont l'objectif est d'obtenir vraiment une des plus grandes bases biomédicales ouvertes qui permet en fait de pouvoir réaliser des recherches sur X ou Y sujets. Ils ont fait un essai sur 4 hôpitaux, donc sur la base de 80 000 patients et 71 millions de données cliniques. Et en fait, la mécanique tourne, la mécanique fonctionne. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à généraliser. Il y a également Quantias, donc le compagnon numérique des patients diabétiques de type 2, dans lequel en fait on analyse les parcours de soins et on fait se coordonner aussi l'ensemble des professionnels de santé autour de ça. Et donc la blockchain sera utilisée pour aussi tracer et sécuriser l'information. Voilà, je pense qu'en termes, j'ai encore plein d'exemples, mais je pense que le temps compte. Donc voilà. Merci beaucoup, Lynn. En tout cas, moi, je rebondis juste sur les 2 premières interventions, puisque vous l'avez compris, moi, j'ai pas du tout une casquette d'ingénieur, de développeur, d'accompagnateur de grands projets. Je suis juste une juriste avocate, donc qui accompagne réglementairement ces projets. Mais ce que je trouve intéressant dans les discours qui sont tenus, c'est que là, on a beaucoup entendu, et je rebondis sur vos derniers mots, Lynn, le fait que, en fait, ces technologies qui sont ouvertes à travers le Web 3, en fait, permettent beaucoup de tracer, sécuriser. Or, ces 2 mots, nous, en tant qu'avocats, c'est ce qu'on utilise au quotidien, la traçabilité et la sécurisation. Donc, la notion de traçabilité, ça c'est très intéressant parce que effectivement, à travers la technologie, on a des solutions qui sont réelles et en particulier donc dans le domaine qui est celui de la santé, où cette notion de traçabilité est déterminante dans l'ensemble de la construction des projets et ensuite dans la gestion des risques juridiques. Et du coup, je trouve très intéressant d'avoir entendu dans vos 2 discours respectifs, en fait, cette notion de sécurité et de traçabilité à travers le développement de la technologie, alors que, là, je parle aussi toujours de ma casquette, que parfois, les juristes ont tendance à crier au risque immédiat, au développement des technologies, et non pas à apprécier la technologie comme justement un facteur participant
possiblement de la sécurité juridique. Voilà, c'était un petit aparté, mais je trouve que ce point de vue est très intéressant et parfois peu développé du côté de ma communauté, qui est la communauté juridique. Alors on passe là aussi à un cas d'usage déjà extrêmement réel, développé, puisque vous allez nous expliquer, Dosval, ce que vous avez déjà pu réaliser, mais en matière de volume. Donc vous êtes médecin en santé publique et vous vous qualifiez de développeur par passion. Depuis 2018, vous êtes cofondateur et responsable technique de Simango, qui est donc de la formation en serious game et réalité virtuelle pour le personnel hospitalier. Alors vous allez nous dire si c'est personnel hospitalier au sens large, professionnel de santé. Et l'objectif, c'est d'améliorer de manière globale la qualité des soins via des formations, alors j'utilise vos mots, ludiques, immersives et efficaces. Et vous nous avez déjà indiqué, lorsque nous avons préparé cette table ronde, que vous avez pu former plus de 15 000 professionnels par ce biais. Donc c'est un cas d'usage extrêmement réel. Bonjour à tous, merci Delphine pour cette présentation. Je vais vous faire un petit peu peur pour commencer. Dans un service de 30 lits, tous les 5 jours, il y a un événement indésirable grave, c'est-à-dire un événement qui peut causer un dommage aux patients. Alors, ça fait dans un CHU plus de 3000 événements de ce type-là, donc vous avez quand même plus de chances de sortir en meilleure santé qu'en moins bonne santé, mais c'est quand même des choses qui arrivent. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ces erreurs-là? C'est dû à des problèmes organisationnels, des problèmes de matériel, mais aussi des problèmes humains. Et la formation est un outil pour améliorer les compétences humaines. Il y a 3 modalités de formation dans le milieu de la santé. La formation classique magistrale, PowerPoint, soit l'infirmière de 50 ans se déplace autre part dans un institut, soit il y a un intervenant qui vient, et puis on va vous présenter des slides comme ça, et vous aurez oublié demain 80% de ce que je vais vous dire. C'est assez coûteux, et il y a beaucoup d'absentéisme, puisque les personnes n'ont pas très envie d'aller en formation en fait de ce type-là. Il y a d'autres modalités qui est l'e-learning. L'e-learning, c'est perçu de manière un petit peu réverbative, parce que il y a du texte, de l'image. C'est souvent fait juste pour cocher des cases en fait et dire j'ai été formé. Les médecins apprécient ça pas mal parce qu'à 23 heures ils peuvent faire ça dans leur lit, mais les infirmiers, les aides-soignants, le personnel paramédical en général n'apprécient pas parce que c'est sur un ordinateur, que c'est leur outil de travail quotidien où ils utilisent 50 logiciels en oubliant tous les mots de passe tous les jours, et donc se former avec cet outil, ça ne leur plaît pas vraiment. Et la troisième modalité que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la simulation en santé. Il y a une quarantaine de centres de simulation en France. C'est des gros instituts qui sont en général séparés des CHU, qui sont juste à côté, avec des mannequins. Et on peut créer des situations, c'est en réel, avec 2 personnes qui sont autour du mannequin à essayer de le soigner, un formateur qui peut déclencher des événements et des personnes qui regardent par vidéo interposée et qui critiquent ou qui disent ce qui a été bien fait. C'est extrêmement coûteux, mais c'est un petit peu le nec plus ultra de la formation. Et moi-même, en tant que médecin, j'aurais aimé être formé avec ce type d'outil. Mais c'est pas à la portée de tout le monde. Eh bien, au milieu de tout ça, on a la réalité virtuelle, qui est apparue maintenant depuis quand même quelques années, et qui permet d'allier l'avantage des serious games à l'avantage de la réalité virtuelle. L'avantage des serious games, je pense que vous les connaissez, parce qu'aujourd'hui, les feedbacks du jeu sont présents même dans nos applications de type WhatsApp, Facebook. Juste en appuyant sur un bouton, on a la sérotonine qui arrive. On est content d'avoir appuyé sur ce bouton-là. Eh bien, les jeux de manière générale, c'est le marché le plus important par rapport au cinéma, le livre et la musique réunis. Donc, c'est très addictif et ça fonctionne. Et même quand on a été enfant, on a appris avec ce type de modalité, avec le Scrabble pour l'orthographe, etc. Donc, l'avantage du serious game et l'avantage de la réalité virtuelle, c'est immersif. La première réaction qu'on a toujours, c'est waouh, j'ai l'impression que j'y étais. Mais c'est aussi le rêve du formateur, puisque vous voyez bien que, je vais dire, c'est un peu comme des ornières pour un cheval. Vous êtes concentré sur la leçon. Et vous imaginez au lycée, au collège, si tout le monde disait ça, peut-être que les élèves ne regarderaient pas leur smartphone. Donc voilà, on a 2 avantages qui sont extrêmement importants. Et on a développé une trentaine de scénarios de formation. Donc il faut imaginer une infirmière de 50-60 ans qui n'a jamais joué aux jeux vidéo et qui a une resensibilisation à faire, des piqûres de rappel, par exemple sur l'hygiène. Elle peut aller dans la salle de pause ou la salle du cadre et mettre ce casque-là, même si ce qu'on fait fonctionne quand même sur ordinateur, parce que tout le monde, et c'est une des limites, ne supporte pas la réalité virtuelle. Et il faut vraiment être ouvert à tout le monde. Et par exemple, notre scénario phare, c'est ce qu'on appelle la chambre des erreurs. C'est une pièce qui est reconstituée où on place des erreurs de manière artificielle, comme par exemple un bracelet qui n'est pas au bon nom du patient, ou un flacon de solution hydroalcoolique qui est périmé, et le soignant est invité
à regarder quelles sont ces erreurs-là, et un feedback immédiat, une question, pourquoi c'est une erreur, comment corriger cette erreur-là, et puis un score final. Évidemment, quand la personne a terminé, elle peut retourner dans son service parce qu'elle y est déjà, elle n'a pas à se déplacer, et surtout elle peut comparer avec ses collègues, ah t'as fait 80%, moi j'ai fait 90%, donc voilà, l'émulsion classique des joueurs est présent. Dans la trentaine de ces notes formations, on a des formations qui sont aussi sur la sécurité incendie, formations assez rébarbatives dans les établissements de santé qui concernent d'ailleurs toute entreprise, et là qui peut toucher le personnel administratif, donc on ne s'adresse pas qu'aux soignants. Alors c'est quoi le rapport avec le métaverse quand même? Parce que le métaverse c'est pas juste de la réalité virtuelle, il y a plusieurs aspects dans le métaverse. Déjà, il faut être multi-support et c'est très important, le métaverse doit être accessible depuis des smartphones. La notion des NFT s'applique à la formation dans le sens qu'on peut accréditer des diplômes. Par exemple, mon diplôme de médecin, si je le déchirais, il n'y a pas grand-chose qui prouve que je suis médecin. Et pour moi, l'image du NFT, c'est que je fais 10 000 photocopies que je répartis dans le monde entier. Il y a la notion d'avatar. Le fait de se recréer en virtuel, ça permet quand même d'améliorer l'immersion, l'incarnation, on se sent engagé dans la formation, même si on jouait sur smartphone, et c'est un processus classique aussi dans les jeux vidéo. Il y a le multijoueur, et le multijoueur est très intéressant, cependant il y a une limite. C'est la disponibilité du temps des soignants, leur motivation et enthousiasme, mais aussi tout simplement Internet, puisque le Wi-Fi dans les établissements de santé est vraiment catastrophique, malgré tous les moyens de l'État mis pour cela. Donc voilà, dans la formation, on a Avatar, multijoueur, NFT, et on a dans notre société Simango une roadmap sur 3 ans. Cette année précédente, on a formé 15 000 personnes, on va en former 30 000 cette année, et il y a vraiment les joueurs adorent vraiment ce type d'outil, ils en demandent, on a un questionnaire de satisfaction qui apparaît tout à la fin, oui je voudrais d'autres formations de ce type-là. Donc voilà, petit à petit, l'infirmière de 50-60 ans, qui n'est pas un joueur, va entrer dans le métaverse. Merci beaucoup. Votre présentation est extrêmement convaincante et renvoie justement à une notion qu'on va aborder avec vous, si vous voulez bien, Dominique Pont, où quelque part j'entends dans votre discours d'Oswald que à travers le jeu, le professionnel prend la confiance aussi pour justement accéder à la formation, alors que vous avez décrit dans votre intervention dès le départ justement tous les rejets qu'il pouvait y avoir a priori à d'autres formes de formation. Et c'est l'objet de votre propos, si vous le voulez bien, Dominique Pont, sur la confiance numérique. Alors, Dominique Pont, vous présenter serait extrêmement long, mais donc je vais résumer quelques points vous concernant. Vous êtes à la base ingénieur en informatique. Vous avez été directeur des services informatiques de la clinique Pasteur de Toulouse avant d'en prendre la direction générale pendant plus de 10 ans. Vous êtes créateur d'un incubateur santé numérique et de plusieurs startups. Vous avez pendant 4 ans, si vous me le permettez, vous avez été l'enthousiasmant responsable ministériel en numérique en santé. Je pense que votre nom sera indéfiniment lié au numérique en santé depuis votre passage qui marque un tournant à tous les niveaux, aussi bien dans les textes que dans le développement réel du numérique dans le secteur de la santé. Et depuis janvier 2023, vous êtes directeur général adjoint de DocaPost. Et l'idée était de pouvoir évoquer avec vous cette notion de confiance qui est revenue, à mon sens, dans l'ensemble des interventions, dans le rapport du numérique et de la santé en général. Ouais, ben merci. Ça fait classe quand on dit ça, mais bon, dans la vraie vie, tout n'est pas comme ça quand même. Je vais rebondir sur ce qui a été dit précédemment avec une vision. Et je dis pas que c'est la bonne, mais c'est mon ressenti de la situation sur ces sujets. Donc ça fait 20 ans que je suis sur le terrain, les mains dans le cambouis du réel, dans les hôpitaux, au gouvernement. Et ce que je vois depuis 20 ans globalement sur le numérique en santé, les données, c'est que c'est le bordel, quoi. Le fond, la vraie vie, c'est ça, quoi. C'est qu'on va parler de trucs hyper Star Trek, etc. Dans la vraie vie, le généraliste, il reçoit même pas un bête PDF de compte rendu d'hospice quand tu sors de l'hôpital, quoi. Donc voilà, donc des fois ça craint vraiment, quoi. Donc il faut arriver à être lucide par rapport à tout ça. Moi, mon sentiment, c'est que il y a beaucoup de promesses et avec des choses qui vont arriver à moyen terme, à long terme et d'autres à court terme. Si on prend ce dont on a parlé là depuis tout à l'heure, je serais un start-upper aujourd'hui. Si on prend le sujet du métavers
Et le sujet de la réalité virtuelle, pour moi, il faut plus s'orienter professionnel de santé aujourd'hui que patient. Je pense qu'il y aura des cas d'usage beaucoup plus rapides chez les professionnels de santé, notamment la simulation de situations de soins dans un bloc opératoire. Ce que tu as dit tout à l'heure, la chambre des erreurs, on a fait un bloc opératoire des erreurs. C'est très compliqué à faire dans la vraie vie. En réalité virtuelle, c'est assez simple. Une situation d'urgence en bloc opératoire, quand ça merde et qu'il faut très vite prendre sa position autour de la table opératoire, ça c'est hyper adapté en fait, la réalité virtuelle, parce que c'est quasiment impossible à faire en vrai. Et ça, les soignants, même si ça les embête de faire des trucs trop numériques, ils disent non, là ça vaut vraiment le coup parce que là ça nous aide vraiment dans notre métier. Donc pour moi, ça va marcher. Si on prend le sujet de la blockchain, par essence, on se dit quand même la santé c'est réparti. Il y a besoin de transparence, il y a besoin de sécurité, il y a besoin de traçabilité sur tout un tas de choses, et pourtant ça prend pas. Ce qui est marquant, c'est que la plupart des plateformes qui se développent, même l'Estonie s'est gamellée avec une cyberattaque, ils ont planté le pays pendant un bon moment. Donc il y a un sujet autour de ça, et pour moi, un des sujets qui va arriver naturellement sur la blockchain dans le secteur de la santé, c'est la notion de consentement. Et en partant du principe que le consentement, c'est monsieur et madame tout le monde qui va le donner sur l'accès aux soins. Je sais pas, par exemple, si on dit tous les hôpitaux, dès qu'on vient à l'hôpital, on refait une carte de groupage pour connaître le groupe sanguin. Ben ça craint, ça veut dire on dépense un argent fou, chaque fois on refait tout, alors que si on avait sécurisé voilà un groupage sanguin une bonne fois pour toutes, on est sûr qu'on se plante pas, avec un certain voilà, avec une pérennité, une péremption, ben là franchement ça serait collectivement bien pour tout le monde. L'accès aux données aussi, je dis ouais, moi je veux bien participer à la recherche clinique parce que je veux donner mes données de santé pour mon pays, pour la recherche, mais j'aimerais bien tracer, être sûr qu'on me les pique pas mes données. Tous ces sujets de consentement, moi je pense que c'est les premiers cas d'usage qui vont arriver à relativement grande échelle, en tout cas en France et en Europe, autour de la blockchain. Et après, il y a tout le sujet de IA, où là maintenant c'est vraiment en train de se constituer, sauf que la data à la base qu'on produit dans le système de santé, elle est un peu pourrie à la base dans plein de cas. Donc bon, on va un peu galérer là-dessus. Mais là, il y a déjà des cas d'usage qui marchent direct dans les hôpitaux, en production, je veux dire. Moi, aujourd'hui, le codage de facturation de ma clinique, c'était à peu près un tiers, c'était fait par de l'IA. Un tiers, c'était fait automatiquement. Il y a maintenant intégré directement dans des endoscopes la détection de tumeurs au moment où on fait l'endoscopie. C'est directement des algorithmes à base d'auto-apprentissage. En robotique aussi chirurgicale, il y a de l'apprentissage. Bon, donc ça, c'est en train de venir petit à petit. Sauf que notre sujet numéro 1, c'est de structurer la data et de donner une confiance sur la sécurité des données de santé. Parce que moi, j'ai pas envie, franchement, j'ai pas envie que mes données se retrouvent sur des serveurs en Californie à des fins marchandes. J'ai pas envie de ça. Et donc le fond pour moi, sur la question de la confiance sur toutes ces technos, c'est que la santé, c'est un secteur qui à la base, c'est un secteur d'humanisme. En gros, c'est quoi la santé? C'est des humains qui prennent soin d'autres êtres humains. Donc si nous, on n'est pas humaniste, personne ne va l'être. Et donc ce sujet d'humanisation de la technologie, comment on fait en fait? C'est quoi? Et c'est pour moi la base de la confiance, c'est humaniser le truc. Et pour moi, la clé, c'est de dire le boss, c'est monsieur et madame tout le monde. C'est le citoyen. Il faut faire confiance aux citoyens. Même s'il y a des toubibs, même s'il y a des mecs qui ont bossé dans les ministères, même s'il y a des spécialistes de techno, etc., le patron, celui qui doit décider à qui l'on file les clés du camion, c'est le citoyen français. Matati dans l'Ariège, elle a le droit de décider du consentement sur ses données de santé. Et elle est pas geek, mais elle est pas con. Et en fait, il faut faire ce pari-là de donner les outils pour monsieur et madame tout le monde en leur faisant confiance aux gens. Et si on met en place la technologie, toutes ces nouvelles technologies où on dit, mais en fait, le fond de la philosophie, c'est redonner la main aux citoyens sur l'accès à leurs données, le consentement, c'est eux qui choisissent ce qu'ils font et qui donnent les consentements dans le cadre de leur parcours de soins. Toutes les technos qui vont être mises à disposition du citoyen où c'est lui le boss, c'est ça qui va changer le jeu. Et très sincèrement, moi, j'ai essayé humblement de porter une philosophie comme ça au gouvernement, de dire, bah non, le patron, c'est pas le président de la République, le patron, c'est Matati, quoi. Ben en fait, cette vision-là, si les technophiles, les jeunes start-upers, ils ont cette vision citoyenne et humaniste et qui résonnent comme ça, by design, à ce moment-là, on va changer le jeu et on apportera vraiment quelque chose d'utile pour les gens, utile pour le système de santé. Si on raisonne pas citoyen, on fera des conneries. Voilà le fond de ma pensée.
Bah, l'avocate juriste jeune huron que je suis boit du petit lait en vous écoutant, hein, en replaçant le consentement au cœur du dispositif, hein, qui a toujours été un des fondements en fait de la construction de tout ce qui a pu se développer en termes de technique, avant même de parler de technologie en matière de santé, et qui, à mon sens, je partage complètement avec vous, est la base en fait de tout. Alors puisqu'on remet l'usager, tout le monde au cœur du système, est-ce qu'on vous remet, vous tous, au cœur du système? Et avez-vous des observations, des questions, la volonté de pouvoir partager avec les intervenants dans un rapport humain direct, avant de pouvoir les recontacter via différentes formes technologiques dans l'avenir? Ouais, je suis pas sûre qu'on va vous entendre. Oui, merci pour ces interventions très intéressantes. Je me posais la question parce que bon, par exemple, une interface où laquelle on a tous accès en santé, par exemple, ça va être Doctolib. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on peut aussi charger des documents sur Doctolib, et là-dessus, on sait que ça. Enfin, moi personnellement, je ne sais pas où est la donnée. Vous parliez qu'en Estonie, les gens ils étaient propriétaires de leurs données, et ça fait partie des questions, je pense, qui sont soulevées autour de ça. Enfin, confier ce genre de choses à des startups plutôt qu'à des entreprises gérées par le gouvernement, est-ce que ça va permettre de ce que ça prenne ce genre de... Bon, moi j'ai un avis hyper tranché sur le sujet. Donc j'ai travaillé 4 ans pour le gouvernement pour redonner le lead à l'État. D'accord, justement sur les données de santé. Donc il y a une plateforme qui s'appelle Mon Espace Santé, qui est ouverte à tous les citoyens, gratos, qui est hébergée en France, qui est portée par la puissance publique, et dans laquelle vous pouvez stocker et demander à stocker toutes vos données de santé, y compris les données dans le parcours de soins de Doctolib. Et donc évidemment, il y a eu un rapport de force avec Doctolib. Moi, je connais super bien Stanislas, et je lui dis non, c'est pas à toi de faire le carnet de santé numérique des Français, parce que même si tu as la BPI dans ton capital et tu es une super boîte française, rien ne me dit que demain tu seras pas américain ou chinois, et donc moi je veux pas participer à ça. Si t'étais, globalement, on avait la sécurité que tu restes français, tu aurais une alliance entre les pouvoirs publics français et les industriels français, et ça, à mon avis, c'est un bon plan. Mais à date, l'endroit où vous avez la main vraiment d'un point de vue déontologique, juridique sur vos données de santé, c'est dans Mon Espace Santé, et Mon Espace Santé d'ici à peu près 3 ans aura multiplié à peu près par 200 le nombre de données de santé qui circulent en France aujourd'hui par des canaux sécurisés. Tous les hôpitaux vont être connectés, tous les médecins généralistes vont vous pousser, tous les labos de biologie vont vous pousser les résultats, les cabinets de radiologie, et ces boîtes-là qui créent des systèmes parallèles un petit peu à cette vision un petit peu souveraine, ben, ils vont devoir rentrer dans le rang en disant ben, les données que vous gérez, vous devez aussi les pousser aux citoyens dans un canal et dans un réceptacle citoyen et régalien. Et donc c'est là-dedans en fait qu'il faudra stocker vos données de santé si vous voulez militer pour une vision souveraine en fait. D'accord, merci. Juste les données de santé de mes enfants, du coup, elles pourront aussi terminer là? Oui, c'est le cas aujourd'hui. En fait, vos enfants, ils ont déjà Mon Espace Santé qui est ouvert, et vous avez la possibilité de gérer le compte de vos enfants. Mais leurs données, elles seront mises là. Vous pouvez déjà vous-même les ranger, les sécuriser, les partager avec des professionnels de santé. Il y a une messagerie sécurisée de santé, et petit à petit, directement du pédiatre, de votre pédiatre, il poussera un compte rendu, une ordonnance directement dans Mon Espace Santé. La galère qu'on a avec ce sujet, c'est que depuis 20 ans, l'État avait fixé aucune règle, donc chaque éditeur de logiciels de France avait développé ses normes. Donc maintenant, il faut tout remodifier un par un, logiciel par logiciel, médecin par médecin, etc., pour faire un connecteur pour envoyer avec un format unique. Et c'est cette galère qui nous met 3, 4, 5 ans avant que tous les logiciels soient modifiés. Mais petit à petit, ça va pousser. C'est dans l'espace numérique. Et donc, vous avez des territoires où, ça y est, il y a une grosse partie des données qui sont en train d'être poussées aux citoyens. Merci. Bonjour. Je suis très sensible à ce que vous racontez, puisqu'effectivement, nous travaillons dans le milieu médical et hospitalier. Et j'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est que on travaille quand même dans un milieu qui est très conservateur, et on les comprend parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à gérer au quotidien. Et aujourd'hui, j'ai quand même une interrogation quant à la possibilité de faire changer cet écosystème vers des environnements peut-être plus digitaux, plus connectés,
On parlait du Wi-Fi, on le rencontre tous les jours nous à l'hôpital avec nos machines. Donc en fait, voilà, et même aussi par exemple pour la data en elle-même, de faire en sorte de capitaliser aujourd'hui de l'information et d'entraîner des machines à résoudre des problématiques. Aujourd'hui, on a encore un petit peu de difficulté à rentrer dans ces écosystèmes-là et pour faire comprendre à ces acteurs qu'on va améliorer leur quotidien, mais que forcément, c'est pas forcément tout de suite. Donc voilà, je serais curieux d'avoir votre avis sur ces sujets-là. Je démarre, après je vous passe la parole. Bon, j'ai passé 20 ans dans un hôpital, d'accord, donc c'est transformer, moderniser, c'est du taf, quoi. Ça c'est clair. En gros, moi je dis toujours ça aux start-upers qui se lancent dans le secteur de la santé. Tu fais ton BP, tu le fais hyper prudent, et une fois que tu l'as fait, tu multiplies par 2 le temps qu'il te faudra. Voilà, c'est ça la santé. Ça avance à la vitesse de la tectonique des plaques, la santé. Il faut pas, voilà, c'est comme ça fait partie du truc. Mais par contre, ce que je crois, c'est que tu vas trouver de plus en plus quand même de gens qui ont envie d'avancer. Et si tu montres que t'apportes quelque chose qui est humain à la base pour les soignants et que derrière, t'as vraiment réfléchi au sujet de sécurité, de conformité juridique et d'éthique, même si ça prend du temps, tu vas acter quelque chose et une confiance avec l'hôpital. Et je vais te dire un truc, et tu as des éditeurs dans la salle, une fois que tu y es, tu bouges plus. Donc c'est chiant d'y rentrer, mais si tu acquiers la confiance et que tu apportes un service humain, une fois que tu y es, tu y es. Voilà, mon feeling, c'est ça. Test. Je rajoute que la Fédération hospitalière de France a sorti une documentation très intéressante sur, pour les startups, comment travailler avec la santé, pour les hôpitaux, comment travailler avec les startups. Et c'est aussi des outils qu'il ne faut pas hésiter à leur envoyer pour qu'ils sachent comment faire, parce que les startups, ça reste des choses un peu bizarres quand même pour eux. Moi, je vais juste compléter l'association dans la tête des jeunes, parce que nous, on a fait pas mal d'enquêtes sur la génération alpha. Les générations alpha, pour donner un exemple, ils ont plus de vêtements virtuels que de vêtements réels aujourd'hui. Donc je pense que techniquement, les barrières vont céder rapidement avec ces sujets-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Israël sur les méta-hôpitaux. Alors là-bas, tout est plus simple qu'en France, mais on se rend compte que la solution, elle vient vraiment des jeunes de 18-20 ans qui, pour eux, ils voient pas les choses autrement que comme ça. Voilà. Et un petit tuyau aussi là, tu regarderas sur les sites ministériels, il y a une initiative qui a été lancée par le gouvernement qu'on appelle les tiers-lieux d'innovation numérique. En fait, c'est de l'argent qui est donné à des groupements sur le territoire français. Donc, ça peut être des hôpitaux associés à des maisons de santé ou à des EHPAD. Et en fait, ils reçoivent de l'argent, c'est des consortiums. Ils reçoivent de l'argent justement pour favoriser l'accès à l'innovation et le test d'innovation de start-upers au sein de l'hôpital, et pas à des fins, cette fois-ci, d'amélioration des soins, mais de tracter l'économie française. Et donc là, c'est des guichets. Donc il y en a 10 qui ont été sélectionnés sur la première vague, et il y en aura sur les 2 prochaines années 2 autres vagues de 10. Donc en tout, il y en aura 30 en France. Et donc eux, leur job, c'est de faire ça. Donc normalement, ils sont pas censés t'envoyer bouler, puisqu'ils sont payés pour recueillir les startups. Voilà. Juste une question par rapport à ça, parce que justement, je suis rentrée en contact avec le CHR de Lille, qui justement met en place ça depuis le 26 janvier. Ils me disaient qu'ils avaient le financement uniquement pour le soutien de 2 startups, ou de 2 financements en fait. En fait, il y a un financement qui est donné de façon pérenne pour faire tourner la structure d'incubation de l'innovation. Et ça, ils l'ont, et normalement, tu le dimensionnes pour à peu près entre 15 et 20 projets par an. Donc, ils ont d'abord de l'argent pour le fonctionnement. Et en plus de ça, il y a une deuxième enveloppe projet par projet. Et donc là, en fait, ils candidatent et ils demandent une enveloppe supplémentaire pour supporter un projet. Et donc, eux, ils ont dû en avoir 2, mais ils peuvent en candidater pour 5 l'année prochaine, etc. Mais déjà, ils ont du fric pour faire tourner leur incubateur. Donc, tu es censé aussi pouvoir être accueilli quand même. Donc, je rajoute aussi que l'argent est le levier le plus important, et par exemple, il y a maintenant une indexation d'une certaine partie du financement sur la qualité. Donc voilà, par exemple, nous, ça nous aide parce que sinon les établissements touchent pas l'argent, et c'est la même chose pour tout ce qui est hôpital numérique. Et la meilleure façon de vendre du numérique à des hôpitaux, c'est d'envoyer des courriers, des brochures, des flyers, et de téléphoner et de venir dire bonjour en vrai. Voilà, aujourd'hui c'est encore ça, et les congrès aussi où on se parle en vrai. C'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, bien plus que le mail des pubs LinkedIn ou compagnie. ouais, puis t'as une bonne tête, hein, tu plairas aux infirmières. Hein.
Merci en tout cas. Excusez-moi, du coup, une question un peu plus politique. On sait aujourd'hui que les soignants sont souvent un peu sous tension. Je pense qu'il y a des sujets sur le manque de personnel hospitalier, sur la pression qu'il y a. Il me semble qu'aujourd'hui, une infirmière reste en poste 7 ans à l'hôpital avant de partir vers d'autres cieux. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine frustration de la part des équipes soignantes que de l'argent aille plus dans la technologie que dans le soutien de l'humain, quoi. Enfin, des ressources humaines? Juste, je te donne un petit chiffre. Le budget annuel moyen d'un hôpital consacré au système d'information par rapport au chiffre d'affaires, c'est entre 1,8% et 2%. Donc, c'est pas le numérique qui pique de l'argent au salaire des soignants. Que tu puisses critiquer le fait qu'il y a des bâtiments délirants, pharaoniques, où ils n'ont pas été capables de négocier les prix, et que là, il y a des milliards qui ont été engloutis dans des projets délirants bâtiments, là, ça se questionne vraiment. Mais le numérique, on est à la bourre. C'est plutôt au contraire qu'on n'investit pas assez le numérique pour simplifier la vie des soignants. C'est l'inverse. Et quand tu discutes avec les infirmières, si tu arrives vraiment, les soignants, ceux qui galèrent vraiment, ou les aides-soignantes, ceux qui galèrent vraiment, ils te disent, mais si tu me simplifies la tâche au quotidien avec un outil numérique qui marche bien, où j'ai moins de clics, etc., eux, ils critiquent pas. Ils vont critiquer un projet pharaonique de l'hôpital en disant on n'a même pas de quoi des crayons à la fin de l'année. Mais en fait, le numérique, c'est le parent pauvre au contraire dans la culture hospitalière. Il faut vraiment se rendre compte de ça. C'est 3 ou 4 fois inférieur à d'autres secteurs d'activité en budget consacré. Parce qu'il y avait une culture qui était très béton et pas très numérique depuis très longtemps à l'hôpital. D'accord, merci. On arrive sur la fin de la conférence, mais c'est vrai que moi j'ai qu'un seul mot en fait pour vendre, alors, du point de vue pas forcément juridique, mais le fait d'apporter du numérique dans ces univers dans lesquels moi-même j'évolue depuis presque 20 ans, en fait c'est est-ce que ça facilite les choses? C'est toujours, quel que soit le projet d'ailleurs, en numérique ou autre, à partir du moment où c'est vécu comme une usine à gaz, et c'est pas propre, si je peux me permettre, à l'univers de la santé au demeurant, même si la sensibilité est encore plus forte. Et si à ça, on ajoute le fait qu'on n'a pas vérifié les conformités juridiques, éthiques, et que tout part en chaîne à partir du moment où le projet était censé se mettre en œuvre, bon bah là, c'est le contre-productif à 150% en fait. Voilà. On arrive au terme de cette table ronde voilà, trop courte sans doute sur ces sujets, mais à mon sens qui permet déjà en tout cas d'avoir une approche, et c'est ça que je trouve très intéressante, vraiment positive, c'est-à-dire que la technologie dans le domaine de la santé, et c'est tout compte fait la conclusion à laquelle on est arrivé, oui, ça peut être un outil de facilitation dans l'opérationnel, de facilitation dans le juridique, de facilitation dans la formation, de pouvoir amener des gens là où ils ne seraient pas forcément allés dans le domaine de la santé, et même du point de vue patient. Moi, je me souviens quand même qu'on a quand même complètement renversé le paradigme, c'est-à-dire que le patient qui n'aurait jamais fait confiance à une intelligence artificielle il y a encore 15 ans, si aujourd'hui vous lui dites qu'il y a une machine qui est capable de regarder ses radios plutôt que le radiologue qui va voir en face de lui avec ses lunettes, il vous dira mais moi pourquoi vous me donnez pas la machine? Voilà. Donc on a renversé le paradigme même de ce point de vue-là. Alors je rejoins Dominique, ça veut pas dire que tout va se développer de manière extraordinaire du point de vue du patient, mais le paradigme on l'a dépassé en fait. Donc le numérique en santé, c'est une réalité et nombreux côtés et professionnels et usagers voient le numérique comme un outil qui apporte quelque chose et critiqueraient le fait qu'on ne le mette pas à leur disposition. Voilà, hein, donc c'est vraiment ça le changement et c'est d'ailleurs comme ça que ça a été vu aussi d'un point de vue normatif, hein, lorsqu'il y a eu cette critique majeure et voilà ce fantasme de désincarner en fait l'humanisme, de dire mais le numérique est avant tout une avancée dans le domaine de la santé avant de constituer un facteur de risque et notamment de risque juridique. Donc on a des bases pour pouvoir avancer, même s'il faut effectivement s'accrocher. Un grand merci à vous tous pour votre attention et surtout un grand merci à nos 4 rois de la réalité virtuelle et qui repartent avec leur petit sac de Mary Poppins. Voilà. Merci à tous, il fallait que je le place. On recrute chez Simango des développeurs et lead dev. Voilà.